Alors aujourd'hui, on accueille François Curatella. François Curatella au nom prédestiné, parce qu'il va nous dire qui il est. Il est ce qu'on pourrait appeler un guérisseur, un coupeur de feu. Enfin, c'est toi, François, qui va entrer dans les détails de ton métier, de ce que tu fais. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ben déjà, je te remercie Alban de me recevoir donc chez toi, à Genève, donc puis dans ton studio d'enregistrement. C'est un réel plaisir donc d'échanger sur ma méthode. Alors, moi, je m'appelle François Curatella, je suis, on va dire, magnétiseur, coupeur de feu, guérisseur. Je pratique à peu près depuis 25 ans. Et je donne aussi de mon temps pour une association où je fais partie avec l'hôpital de Grenoble, l'association qui s'appelle Agaro, Association grenobloise d'aide et de recherche en oncologie. C'est toujours du plaisir de partager mon expérience avec des professionnels de la santé. Et puis en même temps, depuis environ, je crois, 5 ans, je participe à un diplôme universitaire sur les thérapies complémentaires, sur les maladies chroniques et la cancérologie. C'est assez drôle, mais au départ, quand le professeur Mousseau, qui est notre président de l'association, m'a demandé de participer à SDU, je me posais la question en me disant, je ne sais pas ce que je vais leur dire, aux médecins qui feront la demande d'assister à SDU. Mais je vois que les gens, entre autres les professionnels de santé, sont pour moi de plus en plus ouverts, et c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir échanger avec eux. Qu'est-ce que c'est un DU, juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas? D'accord. Un DU, c'est un diplôme universitaire. Alors c'est ouvert à certaines personnes ont une pratique soit en cancérologie. Alors c'est toujours les gens qui mettent en place ce DU qui disent c'est ouvert qu'aux médecins, voire aux infirmières qui travaillent en oncologie. Et donc ça permet ce DU de faire de suivre un programme à peu près de 6-7 mois. Alors, je ne sais pas si ça représente à peu près une trentaine en tout de thérapeutes et professionnels de santé, où on va en dire un petit peu les méthodes qu'on utilise. Alors que ça soit la psychologie, que ça soit la rhumatologie, donc purement des pratiques médicales, ou que ça soit d'autres pratiques comme peut-être la sophrologie, la réflexologie plantaire, ou la méthode que je pratique en tant que magnétiseur coupeur de feu. C'est juste pour que les personnes qui participent à ce DU, donc les professionnels de santé, prennent conscience qu'il y a éventuellement d'autres méthodes qui peuvent exister. Et puis le jour où ils sont confrontés à des patients avec, par exemple, si c'est mon cas, des brûlures suite à des radiothérapies, ils vont penser, ah ben oui, j'avais vu le DU, je me souviens, le magnétiseur coupeur de feu pour ça. Par rapport à ce que le patient traverse, sa méthode est adaptée, quoi. Comment tu as dit que s'appelait le programme qui regroupe tout ce monde-là pour ce DU? Agora ou comment? L'association Agaro. Agaro. Alors, l'association Agaro, alors dont je fais partie, voilà, depuis, je pense, à peu près 14 ans. Elle est à la fois une association qui fait de la recherche et à la fois, elle propose des soins qu'ils appellent, eux, des soins de support. Peu importe, j'allais dire le nom qu'on leur donne, soins de support, méthodes alternatives, complémentaires. Mais c'est des méthodes que l'on propose, comme par exemple le magnétisme, coupeur de feu, mais ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être des groupes de parole, de la réflexologie plantaire. Et ça permet à des patients de pouvoir bénéficier de thérapies, on va dire, complémentaires, et dans un cadre qui est vraiment juste associatif, c'est-à-dire que il y a juste une adhésion pour eux à régler qui est minime, qui est de 25 euros. Ils peuvent bénéficier de deux thérapies et de 10 séances de chaque. Pour moi, depuis que j'y suis, je trouve que c'est une très très belle association, quoi.
Et comment est-ce que tout cela démarre? J'ai l'impression que c'est pas facile de faire accepter des courants alternatifs dans la médecine classique moderne. Comment est-ce que c'est venu de l'intérêt du milieu hospitalier qui s'est dit il faut s'ouvrir aux médecines alternatives, ou est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez essayé en général, les thérapeutes et guérisseurs, de pousser les portes de l'hôpital? Comment est-ce que ça s'est organisé au début? Alors c'est vrai que moi, j'ai toujours, on va dire, accompagné des patients, et des patients qui étaient hospitalisés ou en cancérologie. Et puis donc, au fil de rencontres, parce que je crois beaucoup à la synchronicité, au fil de rencontres, j'ai rencontré des thérapeutes qui m'ont dit, ça serait bien que tu proposes tes services donc d'accompagnement, et tu le feras d'une manière gracieuse, à l'association Agaro. Et donc, alors je me suis dit, je vais essayer de les contacter. Je les ai contactés, et donc ils m'ont reçu. Et donc ça a été aussi donc pour la démarche assez un petit peu incroyable, dans le sens où alors je suis reçu à l'hôpital, donc sur le centre hospitalier universitaire de Grenoble. Donc je suis reçu par le professeur Mireille Mousseau, responsable du service oncologie médicale, secrétaire. Il y avait donc des personnes aussi qui l'accompagnaient. Donc, alors je leur ai dit de manière simple, moi, ce que je faisais en tant que magnétiseur coupeur de feu, parce que dans leur association, il n'y en avait pas. Et donc, apparemment, ils étaient ouverts à ça. Alors, je pense qu'ils étaient ouverts à ça parce que, surtout, les patients réclamaient. Et et ça, ils en ont pris conscience. Et donc, lorsque je suis passé donc pour ce petit échange, donc tout de suite, on m'a dit, oui, on aimerait bien que vous fassiez partie de notre association. Donc, en plus, donc le jour où je suis passé, donc il y a une la secrétaire qui prenait les appels donc des patients, m'a dit, écoutez, moi j'ai mal à une épaule, je dois me faire opérer de mon épaule, mais par contre, j'ai pas envie de me faire opérer. Alors, je lui dis, pour moi, s'il n'y a pas de degré d'urgence, si vous voulez, si un jour ça vous parle, vous pouvez venir me voir. Donc voilà, donc on arrête là, donc je lui donne mes coordonnées, et puis après, donc elle prend contact avec moi, et donc elle vient donc dans mon cabinet donc pour faire une séance. Et en une séance, donc ses douleurs d'épaule ont disparu. Donc ma validation pour l'entrée dans l'association, elle a été tout de suite facilitée, quoi. Donc après, on me renvoyait de plus en plus de patients au sein de l'association. Parfait. Et ensuite, est-ce que cette association a le droit de travailler au sein de l'hôpital, ou bien vous recevez vos patients, c'est l'hôpital qui vous envoie ces patients, ou c'est les patients qui prennent l'initiative? Comment est-ce que les patients de l'hôpital sont informés de l'existence de votre structure? Alors, l'association donc Agaro essaye au maximum de faire un petit peu de communication, même si c'est difficile, parce que association, ça veut dire des bénévoles, donc au niveau donc communication, administratif. Et donc les patients, donc souvent, alors soit les patients donc voient des fois des affiches donc de l'association et les contactent spontanément. Et le plus souvent, donc les patients, donc lorsqu'ils sont donc ils vont en séance de radiothérapie ou séance de chimiothérapie, souvent ils en parlent entre eux. Et le fait d'en parler, donc des fois, moi je vois un magnétiseur coupeur de feu, moi je vois une personne en hypnose qui m'aide. Et c'est souvent comme ça le plus souvent que ça remonte, quoi. Alors, ça remonte plutôt de patient à patient que de médecin à patient. Oui, donc quand même s'ils essayent au maximum de faire passer des informations, parce que c'est vrai que il y a quand même aussi des oncologues qui sont plutôt ouverts à la démarche, il y a des oncologues qui sont un petit peu fermés à la démarche. Par exemple, je me souviens très bien donc d'une radiothérapeute qui me disait, écoutez, moi, donc pour m'avoir reçu de manière amicale, on a échangé, donc elle me disait, moi je suis plutôt favorable à ce que vous faites, mais je préfère que vous fassiez après à la fin des séances de radiothérapie. Donc elle avait peur que moi j'intervienne avec le bénéfice du traitement. Donc ça veut dire qu'elle croit à un bénéfice éventuel si elle préfère. Oui, mais voilà, donc alors que d'autres oncologues ou les membres de l'association dont je fais partie, voilà, ils sont persuadés, puisqu'au sein de l'association, on fait aussi des évaluations. Alors c'est des évaluations qui sont très simples, hein. Les patients donc notent sur une feuille donc quel thérapeute ils ont vu, et puis si ça peut les aider donc dans le sens bien-être, si ça facilite par exemple par rapport à leur stress, leurs problèmes de sommeil, mais si en même temps par rapport à leur douleur, leur brûlure, ça leur amène une efficacité.
Voilà. Et c'est vrai que, enfin, je le vois donc par rapport donc au personnel les membres du personnel médical. Donc souvent ils me disent, bah, écoute, toi, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais par contre, force est de constater que lorsqu'ils passent te voir, donc bah, leur douleur, leur brûlure, eh ben, elle diminue. Donc c'est une évidence, quoi. Donc, et c'est vrai que par rapport à l'association, moi je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance, mais j'ai jamais vu de personnes qui m'ont dit, bah écoutez, il n'y a pas eu d'efficacité, quoi, il n'y a rien eu. Mais après, rester dans l'humilité, bien entendu. Moi je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance, mais se dire, ben voilà, donc je vois qu'il y a en général toujours quelque chose qui se passe, quoi, qui est bénéfique pour la personne, quoi. Surtout quand la personne elle est prête à venir. Donc ça veut dire qu'elle a déjà fait une part je dis souvent une part du voyage, quoi. Ouais, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait toujours un résultat, qu'il n'y ait jamais personne qui dit j'ai absolument rien senti. C'est vrai, ça tout le temps. C'est pratiquement, enfin pour l'association Agaro, j'ai pas eu peu de cas qui ont dit qu'il n'y a rien eu. Puis moi je resterai très juste par rapport à ça, puisque je le dis systématiquement aux patients qui viennent me voir, que ce soit avec l'association Agaro, où je fais de manière bénévole, ou dans mon cabinet, ou moi qui me rends des fois donc dans les établissements hospitaliers. Je leur dis systématiquement, on fait une séance. Je dis toujours, sur une séance, il faut qu'il y ait un bénéfice, un changement. Si à un moment donné, il n'y a rien, donc au bout d'une séance, on peut faire une deuxième séance. Quoique, je ne prends jamais une deuxième séance d'avance. Mais après, sur une séance, il n'y a rien. Si deux séances, il n'y a rien du tout, pour moi, je dis, c'est pas la peine, quoi. Donc, c'est pas la peine de continuer. Donc, et je pense que les gens, alors que ça soit donc avec l'association Agaro ou même dans le cadre de mon travail personnel, ils apprécient beaucoup cette démarche. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avance, mais je le vois. Donc, même par exemple, prendre quelque chose enfin, j'allais dire, alors, j'aime pas dire plus simple que la radiothérapie ou chimio, mais je ne sais jamais ce qui va se passer. On prend un zona. Donc, sur un zona, donc j'en ai en général entre 2, voire 5 par semaine. Et sur les zonas, je dirais, il y a pratiquement toujours une efficacité, quoi. C'est rare qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, mais si ça peut arriver, donc moi le premier, je dirais que à un moment donné, j'irai pas plus loin que 2 séances, quoi. Voilà, comme ça reste. Je trouve que ça donne un cadre un petit peu à la démarche, quoi. Alors, si j'ai bien compris, en général, les guérisseurs, vous n'opérez pas à l'intérieur de l'hôpital. Vous n'avez pas votre petit cabinet à l'intérieur. Non, tout à fait. Donc, j'ai failli, pour l'association Agaro, travailler en tant que bénévole, hein, directement au service oncologie. Mais il y a eu donc tout était prêt, programmé, mais il y a eu un changement de direction, puis après ça a freiné un petit peu, puis ça s'est pas fait, quoi. Par contre, il y a des gens, entre autres, je pense à la socio-esthétique. Donc, un temps, il y a eu une personne qui travaillait en shiatsu et qui, aussi de l'art-thérapie. C'est des gens aussi qui font partie de l'association Agaro et qui peuvent travailler directement au sein de l'hôpital. Mm. Mais on voit que quand même, il y a un chemin qui est fait, quoi. Ouais. Et ça veut dire que vous croisez pas les médecins dans le quotidien du travail, les médecins de l'hôpital de Grenoble. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont faites, des séances où vous voyez, je sais pas, une fois par mois ou autre, pour discuter des résultats auprès des patients? Non, là, il n'y a pas d'échange directement avec les médecins de l'hôpital, quoi. Donc, nous, vraiment, on fait des réunions qu'on appelle des réunions du collectif de l'association. Et ça se passe entre nous. Donc, voilà, il y a le professeur Mousseau, ainsi que d'autres personnes qui gravitent autour, même au niveau médecine. Mais il n'y a pas ce lien avec les gens de l'hôpital. Donc ça, c'est toujours un peu difficile de aussi faire passer le message. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est toujours les patients qui en parlent aussi des fois spontanément à leur radiothérapeute ou l'oncologue, et en disant, moi, j'ai été voir un magnétiseur ou un coupeur de feu ou une personne qui travaille en hypnose, mais quand même, j'ai des résultats. Et c'est souvent comme ça que ça remonte, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que après, le professionnel de santé peut en tenir compte, quoi. Mmh. Et
Et du coup, vous avez souvent des informations qui remontent des patients ou des gens qui parlent à d'autres gens, du bouche à oreille. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même aussi des informations qui remontent de médecin, du bouche à oreille, de médecin à médecin, qui disent ah ben quand même il y a eu une efficacité, ou ils sont plutôt discrets ou frileux sur ce genre de... Oui, mais entre eux, je pense qu'il y en a quand même qui sont plutôt favorables à la démarche. Donc, et je pense honnêtement de plus en plus. Je pense par exemple, même dans un autre cadre, donc nous on a donc sur Grenoble SOS Médecins, et donc sur une commune à côté de Grenoble, et donc j'avais vu une fois donc le mari d'un médecin pour donc des problématiques, des symptômes, et donc elle a vu un petit peu ce que je faisais, et très souvent elle me renvoie des zonas. Donc les gens, alors ce qui est assez drôle, c'est que les gens arrivent, je me rappelle d'une dame qui amène son enfant avec un zona bilatéral. Alors bilatéral, deux côtés, très rare, donc j'en vois pratiquement jamais. Et du coup, la jeune maman me dit, écoutez, j'emmène ma fille, elle a 8 ans, donc elle a un zona. Donc, et puis c'est le médecin, donc SOS médecin, qui m'a dit, bah, allez voir ce monsieur. Donc elle me dit, moi je crois en rien du tout. Mais par contre, c'est pour ça que, comme le médecin m'a indiqué, je viens vous trouver. Et c'est vrai que sur elle, en une séance, sur cette petite fille de 8 ans, son zona, il a été neutralisé, quoi. Donc après, enfin, quand les gens donc font l'expérience une fois, et puis ils le voient de leurs propres yeux, souvent après, ben, ils admettent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, quoi. Et comment ça se passe, ces cours qui sont donnés aux futurs médecins pour la compréhension des approches alternatives? Vous donnez des cours aux médecins, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors donc moi, dans le cadre du DU, je passe 1h30 donc à présenter donc ce que je fais donc aux personnes qui sont présentes lors du diplôme universitaire. Alors je leur dis donc en présentant, puis je leur dis un petit peu moi ce que je fais, donc les patients que je reçois, et puis à la fin je leur donne un peu des cas cliniques donc de personnes que j'ai suivies. Donc, pour qu'à un moment donné, donc, ils puissent se rappeler en disant, ben oui, effectivement, donc, je me souviens, donc, par rapport à des brûlures, peut-être qu'il faut voir la personne, le magnétiseur, je pense qu'il, si je me souviens bien, donc, c'est ce qu'il m'avait dit, donc, là-dessus, il pourrait agir. Voilà. C'est pour qu'à un moment donné, ils puissent orienter aussi leurs patients, des fois un petit peu, donc, autrement, quoi. Et quand il y a ces cours qui sont donnés, où vous parlez de votre expérience en tant que thérapeute et tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup de questions, d'interrogations de la part des médecins en devenir? Oui, donc tout à fait. Il y a quand même beaucoup de questions. Mais les gens qui font la démarche, je pense que c'est des gens qui sont déjà dans une petite ouverture. Donc, alors je dirais, ça facilite un petit peu, tout de suite pour eux la compréhension, quoi, de ce que je fais. Donc, mais bien entendu que c'est eux qui font la démarche par rapport au DU. Et donc quelque part, il y a quelque chose qui les attire. Donc, je dirais. Est-ce que cette démarche qui est faite par l'hôpital ou les hôpitaux de Grenoble, on dit les hôpitaux ou l'hôpital de Grenoble? Le CHU, le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. Mhm. Est-ce que cette démarche est particulière en France ou est-ce qu'elle se généralise? Alors, elle est quand même, je trouve, quand même particulière au niveau de l'association Agaro, hein, donc, où quand même le professeur Mireille Mousseau, je pense, a beaucoup poussé pour mettre en place ce diplôme universitaire. Donc pas simple donc d'aboutir aussi par rapport à ce diplôme. Mais donc force est de constater que ça fait, alors je crois que c'est 5 ans, si je dis pas de bêtises, 5 ans qu'il est présent. Donc on voit quand même que ça tient. Il y a toujours des personnes qui viennent. Donc ça veut dire que je pense qu'il a besoin d'exister, quoi. Est-ce que elle est malheureusement pas là avec nous, mais est-ce que vous voulez un peu nous présenter Mireille Mousseau qui est à la base ou je sais pas. Si, tout à fait. Donc, alors Mireille Mousseau, alors, si je dis pas de bêtises, elle n'était pas à l'origine de l'association Agaro, mais elle a pris, je crois, un petit peu en cours. Et c'est une personne qui est très humaine. Et puis,
Donc, je pense qu'elle est aussi ouverte. Donc, puis elle a vu donc les effets que pouvaient donner donc les soins de support. Donc, pas que le magnétisme coupeur de feu, mais ça peut être la sophrologie, comme je disais, la réflexologie plantaire, voir le shiatsu. Donc, et c'est pour ça que à un moment donné, elle a poussé. Donc, c'est elle qui a beaucoup poussé pour mettre en place ce diplôme universitaire. Elle est professeure de médecine. Elle est professeure de médecine, donc comme elle disait, donc elle enseigne aussi. Donc, elle est toujours donc quand même voilà, responsable du service oncologie médicale. Donc, toujours dans cette démarche. Donc, c'est intéressant de voir une personne quand même professionnelle du monde médical qui est ouverte à ces pratiques, quoi. Mais aussi, elle a vu et elle a pris conscience, je pense, aussi des résultats donc, que ça pouvait amener et aussi le besoin des patients. Parce que c'est les patients qui réclamaient de plus en plus. Et moi, je trouve que c'est intéressant que, à un moment donné, qu'on puisse, je dis souvent, travailler presque, si on pourrait, travailler encore un peu plus la main dans la main entre ces approches-là, donc alternatives ou complémentaires, soins de support, et puis la médecine traditionnelle, pour en même temps éviter peut-être aussi les dérives. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche en général aux médecines alternatives, d'aller facilement dans la dérive. Là, ça permettrait d'offrir un cadre. Hein. Tout à fait. Mais moi, j'apprécie beaucoup donc ce cadre. Et puis, alors, on le sait bien, donc c'est ce que je répète aussi lorsque je fais le diplôme universitaire. Donc, on reçoit des gens complètement démunis, donc dans la souffrance. Et puis, ces personnes-là peuvent être vulnérables. Et donc, si à un moment donné, on tombe sur des personnes qui sont pas bienveillantes, donc il peut y avoir des dérives. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, donc rester toujours toujours rester lucide et puis rester concret. C'est-à-dire, peu importe la démarche que l'on fait, c'est se dire, bah oui, ok, mais moi, je vais suivre déjà mon intuition. Est-ce que cette personne, elle me convient? Et puis en même temps, est-ce que j'en tire un bénéfice? D'ailleurs, si j'en tire pas de bénéfice, une fois, pas de bénéfice deux fois, c'est pas la peine, quoi. Faut surtout pas y retourner. Ou si la personne insiste pour que les personnes reviennent. Alors, on se dit, on parle des fois des soins de support, médecine alternative, mais on pourrait se dire la même chose des fois dans le domaine aussi un peu médecine traditionnelle. Donc, voilà. Oui, il peut y avoir malheureusement aussi des fois quelques dérives. On a parlé un petit peu de ton travail au sein d'une structure hospitalière qui t'accueille, qui accueille les guérisseurs. Alors pas au sein même de l'hôpital, mais quand même, hein, qui en parle, qui accepte l'idée même que des guérisseurs, des coupeurs de feu puissent participer à la vie de l'accueil d'un hôpital et puis de ces différentes options qui sont offertes aux patients pour se guérir ou pour aller mieux, en tout cas. Et maintenant, qu'en est-il de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à être guérisseur? Oui. Est-ce que, si on remonte très très loin, parce que je sais que tu as exercé d'autres métiers avant, ou un autre métier en tout cas avant, mais est-ce que dans l'enfance, tu as des souvenirs de choses qui seraient liées à ça, et ensuite ton parcours en tant qu'adulte? Alors, ce qui me revient, pendant l'enfance... Alors c'est vrai que je pense que pendant l'enfance, j'ai dû vivre des choses un peu particulières dans le sens où, alors ce qui me faisait très peur, lorsque je m'endormais le soir, je me souviens très bien, c'est comme si je chutais dans le vide. Donc alors aller en parler à quelqu'un, donc c'était pas possible. Donc et j'ai rencontré bien plus tard donc une personne qui m'a permis de me dire, donc, écoute, voilà ce que tu as vécu. Hein, donc, on va dire, on nommait son prénom, qui s'appelle Jean-Jacques, une personne que je suis toujours, qui m'a dit, ce que tu as vécu, c'était des départs de voyage astro. Ok, d'accord. Donc, il a pu mettre un petit peu un nom sur ce que j'avais vécu, parce que ça me faisait réellement peur. Donc, alors, c'est vrai que le travail d'énergie, ça m'a toujours un petit peu intéressé. Alors, donc, dans le sens où... même très jeune, moi j'adorais le sport, donc j'avais souvent beaucoup d'entorses, j'allais voir des rebouteux, donc les rebouteux, donc j'aimais bien échanger avec eux sur la nature de notre existence, la réincarnation. J'ai acheté mon premier pendule à l'âge de 18 ans. Bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais, donc j'ai tout mis de côté. Alors j'ai pratiqué les arts martiaux, la méditation, déjà un travail d'énergie.
Et puis après, donc, je pense que plutôt vers l'âge de 35 ans, un petit peu tout s'est réveillé. Alors là, je me suis vraiment mis dans la recherche. Et donc, je dirais pas suivi des cours, je dirais plutôt, donc, vu des personnes qui ont pu me guider sur ce que je pouvais faire. Donc, parce que moi, je ne savais pas. Et donc, eh ben, petit à petit, donc, j'ai travaillé un petit peu en radiesthésie. Donc, et puis, j'ai aussi commencé à utiliser un petit peu, on va dire, mes mains dans l'accompagnement des patients. Alors, on va dire, la première expérience que j'ai dans ce domaine, c'est un de mes enfants avait des verrues. Alors, donc, ces verrues, donc, alors, je ne sais pas s'il devait avoir 7, 8 ans, donc elles ne partaient pas. Donc, il a essayé donc plein de méthodes, l'azote liquide, le classique, et puis d'autres. Et puis, donc, moi, je commençais un petit peu à accompagner des patients. Donc, et j'ai dit, ben, je vais peut-être essayer sur ces verrues. Donc, on va voir. Donc, et puis, j'ai essayé. Donc, et puis, donc, au bout de 15 jours, il me dit, ben, regarde, papa, mes verrues, eh ben, elles sont en train de sécher. On dirait qu'elles vont tomber. Alors, le plus surpris, ça a été quand même bien moi. Parce que, donc, voir que, et effectivement, donc, il pouvait y avoir un résultat donc, sur quelqu'un. Et donc, bah, de là, donc, eh ben, ça s'est un petit peu amplifié. Donc, alors à l'époque, je travaillais sur l'hôpital dans un autre domaine. Je faisais du dépannage de matériel informatique pour une société privée. Donc, je vais dans un bureau, donc je devais réinstaller un ordinateur. Et donc, la personne que je vois, donc secrétaire, elle me dit, je suis désolé, j'ai une migraine, mais je pense que je vais en vomir tellement que j'ai mal. Et puis moi, je me suis posé la question en me disant, est-ce que je lui fais ou est-ce que je lui fais pas? Je lui ai dit, écoutez, est-ce que je la connaissais un petit peu? Je lui ai dit, est-ce que éventuellement je peux faire quelque chose pour essayer de passer vos migraines? Donc j'ai simplement posé mes mains donc sur sa tête et on va dire tout simplement, j'ai demandé que ses migraines partent. Donc elle m'a dit, bah, je sais pas ce que vous me faites. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Et donc, juste après, donc, elle m'a dit, bah, j'ai plus de migraine. Donc, voilà. Donc, ça a été un petit peu des clins d'œil sur le fait que, c'est vrai que lorsqu'on démarre, donc, on a toujours besoin d'être réconforté dans le sens où, ben, de voir que ça fonctionne, quoi. Et si ça fonctionne, on se dit, ok, je suis sur la bonne voie, donc je peux continuer. Et ça a été une des premières découvertes. C'est vraiment une des premières fois, donc, où j'ai pu donc mettre en pratique donc on va dire cette sensibilité que j'avais, quoi, que je dirais en allant un peu plus loin, que tout le monde a. On a tous, je dirais, des possibilités, on baigne tous dans une énergie qui nous entoure, on est tous connectés à cette énergie. Moi, à un moment donné, on me permet un peu plus dans l'échange avec la personne. Alors je dis souvent, alors en médecine traditionnelle, je dirais je suis un gros émetteur-récepteur. Plutôt du côté spirituel, je suis un canal, mais le résultat est le même, quoi. Et après combien de temps, après cette expérience, tu décides que je vais ouvrir un cabinet? Comment ça se passe, la transition? Alors, la transition, donc, j'ai un ami, hein, donc, je travaillais aussi après donc, en maintenance informatique sur le CEA. Je rencontre une super rencontre avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui a un petit peu d'avance dans ce domaine, donc d'un travail particulier spirituel, et qui me dit donc toi tu peux faire ça, donc je pense que tu vas arrêter ton travail de maintenance informatique et tu vas avoir ton cabinet. J'ai dit oui, je vais avoir mon cabinet, mais moi je sais pas, je fais un petit peu, je sais pas quoi faire, comment je vais le faire. Et il me dit moi je peux te montrer. Par contre, tu ne pourras pas faire comme moi, mais tu pourras t'en inspirer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, donc, ça a fait sa place où je travaillais encore à l'époque et j'ai pris un cabinet, je me souviens, donc une demi-journée par semaine pour démarrer. Donc, voilà, j'avais peut-être une quarantaine d'années, je pense, ou 35 ans, peut-être, ou 37 ans. Donc, et là, donc, des fois, j'avais un patient par semaine, des fois, j'avais un patient tous les 15 jours. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, donc ça a commencé à prendre un peu plus d'importance. Et surtout, mon activité, donc elle est très mal au sein de ma société. Et donc à l'époque, on nous a dit que on serait j'étais basé sur l'hôpital à la fin de ma carrière de maintenance informatique.
et que donc on allait perdre le contrat de l'hôpital et donc on allait être itinérant sur la moitié de la France. Bon, à l'époque, j'avais un enfant qui était malade et c'était très compliqué quand même. Et du coup, j'ai dit non, moi je vais pas pouvoir prendre ce travail. Et donc, ce que j'ai fait, bien entendu, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai vu beaucoup de monde, donc des personnes, soit en astrologie ou autres, qui m'ont un petit peu guidé sur ce que je pouvais faire. Et tout le monde donc était unanime en disant que ce soit astrologie, d'autres thérapeutes ou le bilan de compétences. Ah mais là, ah oui, ben, je pense que vous allez changer de travail parce que ça sera plutôt en lien avec la santé. Parce qu'il y a une certaine sensibilité. Alors je dis, ben oui, voilà, je suis magnétiseur, coupeur de feu. Elle me dit, mais moi, je vous vois faire que ça. Et de partout où je suis passé, donc, alors le bilan de compétences, ensuite, on a perdu le contrat de l'hôpital en maintenance informatique. Et donc, j'ai été suivi par Pôle emploi. Alors que ce soit avec les gens du Pôle emploi ou bilan de compétences, on m'a toujours envoyé du monde. Et dès que j'ai perdu mon emploi, je dirais que pratiquement tout s'est ouvert. J'ai commencé avec l'association Agaro. On a commencé à me renvoyer du monde. Je tombe sur une thérapeute qui s'appelle Brigitte, que j'ai connue, qui était à côté pratiquement de là où j'habitais, qui avait énormément de monde. Et donc, je la rencontre, alors, je crois beaucoup à la synchronicité, et elle me dit, bah écoute, toi c'est simple, toi tu peux faire ça, faire ça, ça, et puis sur tes cartes, il faudra marquer bien magnétiseur coupeur de feu. Alors moi j'étais quand même gêné par rapport à ça, et puis elle me dit, je vais te renvoyer du monde. Donc, je dis, oui, mais Brigitte, moi ça me gêne un peu, parce que bah, toi avec l'expérience que tu as, le monde que tu connais, je voudrais pas. Non, non, mais elle me regarde et elle me dit, je sais ce que tu peux faire, donc il n'y a pas de problème. Puis si tu veux, après mon travail, je pourrais te prêter aussi mon cabinet. Et voilà, là, ça tout s'est enchaîné et puis ça a pris quand même beaucoup d'importance. Et puis maintenant, je fais ça tous les jours et donc pour moi, c'est un véritable bonheur donc de recevoir des patients. Et je me sens réellement à ma place et je dirais, voilà, je pense que c'est à l'époque, c'est ce que je devais faire, mais il a fallu que j'en prenne conscience et aussi que j'aille voir beaucoup de monde qui me disent que oui, mais ce que je fais, c'est bien. Donc, il a fallu que, voilà, ce que je disais toujours, écoutez, moi, si je fais plus de mal que de bien, moi, j'arrête tout de suite. Hein. Et donc, beaucoup de personnes me disent, non, non, mais là, tu perds de l'énergie avec ça. Ce que tu fais, c'est bien. Donc, il faut continuer dans cette voie. Et c'est vrai qu'après, donc, ça fait vraiment boule de neige et tout s'est ouvert. Donc, c'était le moment de le faire, on dirait. c'était le moment. Donc, quand on dit, voilà, donc, à un moment donné, tout concordait pour se mettre en place, la fin de mon contrat, donc le fait que ça s'ouvre, et puis il y avait un licenciement économique, donc je prenais pas beaucoup de risques, de au moins essayer. Donc, mais donc tout de suite ça a pris le relais. Enfin, moi je dis souvent, enfin c'est pas que le travail que je faisais avant me déplaisait, mais par contre moi je vois le matin, je me lève, je sais pourquoi. J'ai vraiment aucune contrainte à aller, j'irai même pas travailler, accompagner des gens donc dans leurs problématiques. Quoi. Ouais, magnifique. Tu as parlé un instant des synchronicités, c'est important dans ta vie? C'est, je dirais presque même, c'est incroyable. Quoi. Donc, ça a toujours été le cas. Donc, alors même on peut dire, voilà, j'ai eu l'occasion à l'époque, je me disais, mais au début, j'ai pas beaucoup de monde. Et ben comme tout le monde, on a des peurs, on a des doutes. Alors j'ai rencontré une personne qui était médium, qui travaillait sur l'aura et qui m'a dit arrête avec ça. Elle me dit ce que tu fais, hein, tu aimes bien le ski, tu fermes ton agenda et tu coupes, tu lâches prise, tu pars au ski. Et j'allais avec mes enfants au ski. Et donc, je revenais et mon téléphone avait sonné. J'avais 2-3 appels et je trouvais ça merveilleux. Donc, à un moment donné, de prendre conscience de dire, bah, allez, je suis à ma place, je fais confiance et puis ça va se passer, quoi. Donc, voilà. Et puis, la même chose pour mes démarches, quoi. Donc, rencontrer énormément de thérapeutes ou même des gens du monde médical. Donc, je pense entre autres à un psychiatre. Donc, voilà, avec qui j'ai pu échanger. Donc, et la rencontre s'est faite donc au bout d'une semaine. Donc voilà, donc on avait eu un patient en commun. Je l'ai appelé, il m'a dit ben oui, ben vous venez, puis on échangera. Et c'était un monsieur qui faisait de la méditation pleine conscience, qui était dans l'ouverture, et voilà, qui m'a renvoyé tout de suite du monde, des médecins de la même manière. Et je me dis donc si je les ai rencontrés à un moment donné, alors, comme si je suis là aujourd'hui avec Alban, c'est que moi je me dis toujours il y a pas de hasard, quoi.
D'ailleurs, est-ce que il y a une synchronicité en particulier dont tu te souviens, que tu aimerais raconter Ouais. Oui, bah, par exemple, je pensais, alors je voulais le dire tout à l'heure, j'ai oublié, donc j'ai fait un rêve très fort. Donc c'est vrai, j'avais rêvé de ma grand-mère. Et donc, à l'époque, j'avais une cousine qui tirait les cartes. Et elle me dit, écoute François, si tu veux, donc je vais recevoir une personne qui est médium, voilà, qui est connue, qui vient à la maison, si tu veux venir. Oh, moi j'ai dit non, ça c'est pas mon truc, j'irai pas du tout là-bas. Et du coup, en fin de compte, j'ai eu un rappel par un autre biais. Ah, je me dis, oh, quand même c'est bizarre, quoi. Donc, je dis, bon ben, écoute, je vais y aller. Donc, et j'avais rêvé de ma grand-mère qui était décédée. Et quand je suis tombé sur la médium, et donc la médium m'a regardé, et puis elle me dit, j'ai dit ben, que j'avais rêvé, j'ai emmené ma photo de ma grand-mère que j'avais rêvé parce qu'il fallait emmener une photo. Et elle me dit, elle me regarde, et elle me dit, vous savez pourquoi votre grand-mère est venue? Je lui dis, ben non. Elle me dit, eh ben ouais, elle est venue pour voir si vous étiez prêt, parce que là, il y a un moment donné, il faut y aller, hein. Alors elle connaissait rien de ma vie. Donc elle m'a dit, ben voilà, donc bienvenue au club, et puis vous allez faire ce que vous devez faire. Et ça m'a beaucoup impressionné, quoi. Donc par rapport à cette synchronicité où je devais pas y aller, mais j'étais par un autre biais, c'est revenu. Et donc je me suis senti un petit peu attiré d'y aller. Et j'ai eu une belle réponse, quoi. Et c'est comme une fois, alors lors d'un rêve, à côté de mon lit, j'ai vu une forme blanche, lumineuse, mais d'une lumière, à qui en parler? Et ben, donc, à ce fameux Jean-Jacques, qui répondait à toutes les questions que je me posais, et puis qui m'a dit, ben oui, mais c'est ton guide qui est venu, donc pour voir si tu étais prêt, et tu vas pouvoir te mettre dans ce nouveau travail, quoi. Et donc, ça a été vraiment des moments très forts, quoi. Mhm. Encore maintenant, il en existe, mais ces deux moments, je me souviens, voilà, quand je me rappelle, c'était vraiment fort, quoi. Ouais, ouais. Et les questions qu'on peut se poser quand on est un petit peu extérieur au monde des guérisseurs et puis qu'on a peut-être une vision du monde un petit peu plus rationnelle ou rationaliste, comment est-ce qu'on explique l'énergie que tu sembles utiliser ou en tout cas canaliser? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Ouais. Alors, vaste question. Alors c'est vrai que, enfin, moi je dis, cette énergie, elle est de partout. Elle est là entre nous, elle est dans ce vide qu'on croit vide, mais cette énergie est là, est présente. Et on est tous connectés à cette énergie. Autrement, je dirais que cette énergie qu'on peut appeler énergie vitale, quoi. Autrement, on ne pourrait pas vivre. Et je dis, tout le monde est connecté à cette énergie. Par contre, il y a des personnes, et ben, par rapport à cette connexion, on va dire, à place d'être connectés par un petit fil, ils sont connectés par un gros tube. Voilà. Et moi, à un moment donné, alors je dirais pas en permanence, mais à un moment donné, on me permet un peu plus dans l'échange avec les personnes. Après, expliquer cette énergie. Alors moi, je dirais comment je l'appelle. Moi, cette énergie, je peux l'appeler énergie vitale, force de création. Je peux l'appeler lumière, Dieu, mais toujours sans connotation de religion. Voilà, elle est là, elle est à tout le monde. On peut à un moment donné, la demander, faire appel. Et donc, en passant aussi, par la demande aussi par rapport à des guides qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que on ne voit pas tout ce qui se passe, un peu comme, je dirais, par rapport à nos corps. On voit que notre corps physique, qui est le corps le plus dense. Mais pour moi, on a d'autres enveloppes qui sont des enveloppes plus subtiles et qu'on ne voit pas, ou qu'il y a des gens qui peuvent ressentir. Hein. On passe, par exemple, pour faire une aparté, par rapport à un zona, pour moi, c'est toujours un état de fatigue avec un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel, il est là, il y a une part dans le physique, il y a une part aussi dans notre corps émotionnel. Si à un moment donné, on lève ce choc émotionnel, la personne déjà peut l'exprimer et puis on demande qu'il parte, et ben le zona, il va partir avec. On fait appel à d'autres corps, quoi. Est-ce qu'il y a parfois des
des interventions que tu fais sur des personnes qui t'étonnent toi-même, où le résultat est bien au-delà de tes espérances. Oui, c'est une évidence. Alors, une citer une que j'aime bien, bah déjà la première par rapport à la secrétaire de l'association Agaro, où la personne devait se faire opérer. Donc, donc c'est vrai que moi j'ai suivi des personnes qui m'ont dit aucune limite. Tu es juste, en fin de compte, un accompagnant. Donc, tu sais pas ce qui se passe. Donc, ne te limite pas. Donc, par rapport à cette secrétaire, donc, devait se faire opérer en une séance. Et ben, donc, elle se fait pas opérer. Donc, son épaule est rétablie. Donc, c'est vrai qu'elle en a parlé après à tout le monde. Et puis, autrement, je pensais aussi à un médecin qui est sur Grenoble. Le médecin qui vient me voir, donc, la première fois, donc, il vient me voir avec une névralgie cervico-brachale, complètement bloquée d'un côté. Donc il me dit, il faisait de la plongée, donc il me dit, j'ai voulu remonter sur le bateau, complètement bloqué, donc il est revenu en France. Donc, donc de manière rapide, il a fait tout ce qu'il fallait au niveau examen, et donc tout le monde lui a dit qu'il fallait qu'il attende, que ça passerait pas comme ça. Donc il avait entendu parler de moi, donc entre autres voilà par des patients. Il est venu me voir en une séance, sa névralgie cervico-brachale est partie. Donc après, donc il m'a renvoyé des tendinites, des névralgies. Alors, ça n'a pas marché à chaque fois. Mais comme quoi, donc voilà, donc lui, il avait déjà un peu cette ouverture parce qu'il a entendu parler. Et puis il a dit, je vais venir essayer. Et par contre, cette même personne est revenue donc 5-6 ans après avec une tendinite au niveau je crois que c'est au niveau du coude. Et il m'a dit, donc j'ai ma prescription pour me faire une infiltration. Mais par contre, je voulais venir il m'a fait voir la prescription. Il est venu me voir. Donc il m'a dit, mais comme ça avait bien marché sur la névralgie, j'ai dit, il se passera ce qui doit se passer. Moi, je ne peux pas lui dire prévoir. Je peux rien prévoir du tout, quoi. Et du coup, en une séance, la même chose. Donc, il m'a rappelé pratiquement 2 ou 3 jours après en me disant, écoutez, ma tendinite, j'ai plus rien. Donc, ça a été assez formidable, quoi. Puis, il y a aussi une autre. Bon, ça, c'est un petit peu différent. Une fois, c'est carrément un médecin qui m'envoie une patiente, pardon, avec un zona, et il m'envoie carrément une ordonnance. Alors donc ça m'a fait ça m'a surpris parce que voilà, le médecin était ouvert et donc il m'a envoyé une ordonnance. Donc je me dis avec merci cher confrère de recevoir cette personne, un zona. Donc j'ai vite déchiré l'ordonnance parce que je me suis dit je ne peux pas le mettre en porte-à-faux. Mais voilà, donc je pense que c'était quelqu'un, enfin pour moi, d'intelligent, d'ouvert, et en se disant peut-être, voilà, à un moment donné, on connaît pas tout, et donc il avait un certain retour, et donc voilà, il y a des choses des fois qui sont inexplicables, je dis souvent maintenant, mais qui seront peut-être expliquées un peu plus tard, quoi. Magnifique. Et du coup, j'imagine, une fois que cette vidéo sera passée sur ma chaîne, tu risques d'avoir beaucoup d'appels. Je ne sais pas. Donc, nous verrons comme un peu la revue Inexplorée. Oui, et une revue qu'on a ici d'ailleurs, Inexplorée, dans laquelle voilà, il y a un article sur toi. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que je remercie déjà le professeur Mousseau, le professeur Croiset qui font partie de l'association Agaro, qui ont participé donc à ce reportage donc sur Inexploré. Alban, donc qui a le photographe officiel, donc et puis Karine, donc la journaliste. Et puis donc voilà, c'est un très bel article et qui est fait d'une manière très simple. Donc je trouve que c'est, et puis je connais très bien la revue parce que j'étais abonné au tout début, et donc je sais que c'est une revue qui est donc très sérieuse. Ouais, on leur a fait un petit peu de pub, ils vont pas être fâchés, j'imagine. Ok, donc on a parlé de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le magnétisme? Alors le magnétisme, pour moi, c'est accompagner la personne pour se libérer donc de blocages qu'elle peut avoir, mais des blocages, ça peut être des blocages au niveau physique, émotionnel, mental. Alors j'irai même un peu plus loin, donc j'irai peut-être aussi, ça peut être transgénérationnel. Donc voilà. Donc pour moi, c'est le magnétisme, c'est alors comme si moi j'étais à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, un gros émetteur-récepteur, donc ou un canal, donc
Et donc, je viens donc dans l'intention, hein, parce que j'ai jamais de volonté de ma part, dans l'intention, nettoyer donc des parties du corps ou des corps de la personne. C'est-à-dire nettoyer, rééquilibrer la personne, donc la recentrer dans son axe et donc la remplir d'énergie. Voilà un petit peu donc j'allais dire l'accompagnement qu'on peut trouver en magnétisme, quoi. Alors, pour moi, dans mon cas, souvent les gens me demandent, mais vous êtes magnétiseur coupeur de feu, mais maintenant je viens vous voir pour le coupeur de feu. Alors moi, je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je ne sais pas dissocier les deux. Je dis, ben non, les gens viennent pour une suite de radiothérapie, ben, je ne sais pas différencier le coupeur de feu du magnétisme. Pour moi, dans l'accompagnement, donc je suis dans une demande. Je peux rajouter aussi que dans la demande, moi, je n'ai pas de prière parce qu'en tant que magnétiseur ou coupeur de feu, on est tous différents. Il y a des gens qui utilisent des prières, il y a des gens qui n'en utilisent pas, il y en a qui peuvent prendre les douleurs sur des personnes, donc, et ensuite ils ont besoin de les évacuer. Alors dans mon cas, moi je suis juste un accompagnant, c'est-à-dire que l'énergie, c'est comme si à un moment donné elle me traverse ou elle traverse à côté, puisqu'on parlera tout à l'heure des soins peut-être à distance. Et mais par contre, le plus souvent, pour moi, ça vient pas m'affecter. Le plus souvent. Par contre, je suis comme les autres parce qu'on n'est pas étanche. Si à un moment donné, j'ai un problème à la maison, ben, je peux être un peu plus fatigué, un peu plus vulnérable. Et là, des fois, je peux être un peu plus perturbé. Ça peut arriver. Et puis, moi, je peux essayer moi-même donc de me faire une séance sur moi. Mais par contre, je peux aussi faire appel à des confrères, entre autres, donc toujours la même personne, Jean-Jacques. Donc, le fameux Jean-Jacques. Le fameux Jean-Jacques, qui je pourrais lui dire d'aller voir ce reportage qui, on va dire, qui m'a mis sur les rails. Voilà. Mais comme il dit, c'est qu'à un moment donné, c'était comme ça, il était là pour ça, donc, et qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore. On a déjà parlé un petit peu de la patientèle, comment tu la recevais chez toi, qu'elle pouvait être envoyée par les médecins ou par le bouche à oreille. Mais comment se passe une séance sans trop entrer dans les détails, hein? Oui, tout simplement. Donc une séance. Alors je reçois la personne. Alors moi, ça c'est mon cas. Alors j'aime bien donc noter un peu les symptômes de la personne. On est tous différents. Moi, je note les symptômes de la personne. Donc, je vais lui demander pour quelle raison elle vient me trouver. Donc, névralgie cervico-brachale, un zona, donc ça peut être des douleurs de dos ou autre, hein, une peur, donc par exemple chez un enfant, donc oui, des suites de fibromyalgie. Et puis ensuite, une fois que j'ai noté un peu les différents symptômes, moi, je pose des questions. Donc, s'il y a des maux de ventre, maux de tête, s'il y a de la fatigue, s'il y a un stress particulier, donc... Et je demande aussi, par rapport au sommeil, le contexte familial, le contexte professionnel. Voilà, pour avoir un peu un état. Une fois que j'ai pris un petit peu ces notes, moi, je prends des mesures. Encore une fois, ça, c'est mon cas. Moi, j'utilise la radiesthésie. Et la radiesthésie me permet d'avoir des indicateurs sur la personne. Alors, quand je dis ça, les indicateurs, ça peut être une échelle de santé, comment vibre la personne, un peu comme un arbre. Un arbre, en haut, il y a les branches, en bas, il y a les racines. Et je demande donc cette sensibilité vers le haut, vers les branches, sensibilité en bas, un petit peu l'ancrage. Je demande aussi donc ce qu'elle peut porter sur elle. Voilà, ça me permet d'avoir des indicateurs. Alors, ce qu'elle peut porter sur elle, eh ben, tout à l'heure on disait, donc, alors des fois c'est localisé sur le physique, mais des fois ça peut être localisé ailleurs. Donc ça peut être, quand on parle de fois de liens autres, donc ça peut être des fois des mémoires, ça peut être à un moment donné, la personne peut porter des deuils, des décès. Alors quand je dis ça, deuil, décès, elle ne porte pas le décès. Ce qu'elle va porter, c'est un lien toxique avec le décès. Comme si à un moment donné, ce lien, à chaque fois qu'elle y pense, il y a une grosse charge émotionnelle qui lui arrive. Donc ce lien, c'est comme si moi, je suis là pour l'accompagner, pour le couper, pour que la personne retrouve sa liberté, mais en même temps qu'avec le décès, il persiste toujours ce lien d'amour, mais qui n'est plus cette charge. Et souvent, ça, c'est une évidence. Quand la personne revient, si je lui pose la question, souvent elle me dit « Ah, maintenant je peux en parler » et elle n'a plus la charge. Donc on dit « Il y a quelque chose vraiment, réellement qui est parti. » quoi. Et une fois qu'on a fait ça, donc on passe à la séance. La personne est allongée sur une table. La personne reste habillée, que les chaussures à quitter, si elle peut. Et donc moi, je vais toucher quelques points au niveau de son corps. Et puis après, je vais tourner autour d'elle en faisant des gestes. Voilà, la séance va durer à peu près 25 minutes.
Alors, pendant la séance, je précise toujours à la personne ce que je vais faire un petit peu et ce qu'elle peut ressentir. Elle peut ressentir pendant la séance des picotements, de la chaleur, du froid. Des fois, ça peut être de la chaleur, des fois, tout à fait autre chose. Et puis, des fois, ben, ça peut être même pendant la séance un peu plus douloureux. Donc, voilà, elle sait qu'elle peut éventuellement, si c'est douloureux, elle peut me le dire, moi, je peux répondre. Autrement, à la fin de la séance, ensuite, une fois qu'on a terminé, hein, donc, je lui dis donc, à la personne peut me faire part de son ressenti pendant la séance. Et puis moi, je vais le noter en général sur ma feuille, hein, le ressenti. Et puis en même temps, je vais lui dire que les 3 phases, souvent après la séance, c'est souvent, très souvent, une phase d'apaisement. Après, la deuxième étape, c'est toujours une phase de ressenti. Et après, la troisième étape, je dis toujours de la séance à peu près à une semaine, 10 jours, la personne, elle doit voir un petit peu les résultats, le bénéfice, quoi. Il y a des gens, des fois, c'est immédiat, ou donc sur une douleur, ils vont me dire, ma douleur d'épaule, écoutez, je sais pas, mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux, ok. Puis il y a des gens qui vont partir, ils vont me dire, mais écoutez, mon zona, là, il me brûle, ça me fait toujours mal. Et au bout de 2 jours, je leur dis qu'ils me tiennent au courant, et ils vont me dire, écoutez, mes brûlures, aïe, au bout de 2-3 jours, elles sont parties. Est-ce que la science classique avance quelques débuts d'explication pour l'énergie dont tu parles, pour le magnétisme dont tu parles? Est-ce que, je sais que c'est très à la mode aujourd'hui d'y faire appel à la physique quantique, mais est-ce que, par exemple, il y a des traces de quelque chose qui serait explicable, un début d'explication pour ce que tu sembles faire? Alors, j'en parle un peu dans le diplôme universitaire. Donc, c'est vrai que la physique quantique, c'est donc encore hier, je recevais donc une personne qui s'intéresse beaucoup, qui est physicienne, donc s'intéresse beaucoup à la physique quantique. Et c'est très compliqué, donc la physique quantique. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que on est tous interconnectés en physique quantique. Donc, on n'est pas juste un seul élément dans son coin. Donc ensuite, notre vide qu'on perçoit comme vide, il n'est pas si vide que ça. Les expériences, donc entre autres, je pense le CERN de Genève, où j'ai reçu donc des fois même des physiciens en sciences. Donc, des expériences qui sont menées donc au CERN, il peut y avoir des répercussions à l'autre bout de la Terre. Donc on se dit, voilà, donc ça interpelle quelque part. Et puis des expériences qui sont menées par exemple 2 personnes différentes peuvent avoir un résultat différent. Donc voilà, c'est ce que je retiens un petit peu de la physique quantique. Et ça permet un petit peu donc plus de se dire, ok, ça il y a déjà donc une première approche, ce que peut représenter un petit peu cette énergie qui est non palpable, quoi. Et sinon, il y a d'autres aspects de la science qui tendent à confirmer ce que tu vis comme expérience ou ce que tu fais en tant que thérapeute. Il y a d'autres sources qui te disent, ah, c'est peut-être une piste où la science pourrait commencer à expliquer quelque chose? Oui, alors je pense ce qui me vient, c'est les neurosciences. Donc j'en avais parlé entre autres avec le professeur Mireille Mousseau, parce que moi ce qui m'intéressait c'est de faire un petit peu comme les personnes qui travaillent en hypnose, où ils ont fait des expériences, donc et ils sont aperçus qu'il y a des zones donc au niveau du cerveau qui étaient activées donc pendant des séances d'hypnose, à la fois donc chez le thérapeute et à la fois chez le patient, alors que normalement elles ne sont pas activées. Et donc, moi, ça me passionne et j'ai toujours voulu. Mais là, pour l'instant, donc j'avais vu Mireille Mousseau qui m'avait orienté donc vers une personne sur le CHU, mais ça s'est pas fait. Donc ça veut dire que ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui aurait pu se faire? Tu aurais pu être sous des électrodes en même temps que ton patient pour faire des mesures. Tout à fait. Moi, ça m'aurait bien plu de faire une expérience de ce type, quoi. Parce que c'est vrai que quand je fais une séance, par rapport à moi, je suis un peu dans un état un peu particulier. Donc, je dirais presque par rapport même aux patients, c'est un moment un peu privilégié. Donc, où on est, donc on est dans un moment où je dirais que on est dans une connexion particulière. Donc, même mon état, donc même s'il y a un peu de bruit à côté, c'est comme si à un moment donné, je suis dans quelque chose, quoi. Donc, et je sens que même, c'est comme si, enfin pour moi, je sens comme si d'un coup ça s'apaise, il y a un silence, quoi, qui vient se mettre en place. Et puis mes mains, donc c'est vrai que souvent les mains, là on peut même le voir, le fait que d'en parler, donc j'ai les mains, donc voilà, ça me fait plein de points blancs, points rouges. Et donc là, je sens, même là, je sens des frissons et il y a des choses qui se passent, quoi. Alors peut-être entre nous, peut-être, voilà, mais il y a des choses qui se passent, quoi. Donc,
Mmh. Donc, avis aux scientifiques intéressés à mener des études sur toi, tu te prêtes en tant que cobaye. Avec grand plaisir. Donc, et puis toujours, s'il n'y a pas d'effets secondaires, bien entendu. Donc, oui, mieux vaut être prudent. Ouais. Quand tu t'adresses aux étudiants qui sont intéressés à ces options-là, à proposer à leurs futurs patients ou à leurs patients ces thérapies alternatives, tu t'adresses à eux en ces termes-là, en parlant d'énergie, de magnétisme? Oui, alors peut-être que j'aurais pas le même discours. Donc, par exemple, lors du DU, donc moi je vais parler d'énergie. Alors je leur dis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais force de création, lumière, on peut appeler ça comme on veut, Dieu, mais sans connotation de religion. Elle est là, elle est à tout le monde, cette énergie. Et par contre, je vais donc surtout employer des mots, on va dire classiques. Je veux pas rentrer dans un domaine trop ésotérique, quoi. Même si on sait bien que derrière, il y a une partie spirituelle. Mais par contre, voilà, donc je reste quand même très classique. D'ailleurs, pour ce DU, donc j'ai une amie qui est médecin et c'est elle qui m'a aidé à le mettre en place, donc ce DU, en me disant, voilà, donc il faudrait peut-être commencer. Elle m'a dit, donc comment il fallait un peu mettre en place donc la démarche pour emmener les gens sur présenter cette énergie, en des termes simples, parler à la fin de cas cliniques, parler aussi d'intention, mais je dirais sans choquer. Le but étant de rester quand même à la portée de tout le monde. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens même qui viennent en séance, comme je me souviens cette dame qui était venue de la part de SOS Médecins, qui vient pour le zona de sa fille, elle m'a dit, je sais pas ce que vous allez faire. J'ai dit, mais je vais vous expliquer. Alors je lui ai expliqué en termes simples. Je lui ai dit, donc moi, le but, c'est que à un moment donné, dans cette énergie, on va me permettre un peu plus en tant qu'émetteur-récepteur, et le but, c'est de demander à ce que ce qui est accroché par rapport à ce zona, que je lui donne un petit peu d'énergie à votre fille pour qu'elle s'en libère, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, au moins, ça choque pas. Elle a très bien compris. Et on rentre pas dans un domaine trop ésotérique, quoi. Tu disais que le fait même de faire appel à un guérisseur ou à un coupeur de feu participe de l'acte thérapeutique, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui participe à son propre acte thérapeutique en prenant une décision. Oui. Et comment ça se passe maintenant, les guérisons à distance ? Alors, les guérisons à distance, alors de la même manière, alors là, j'avais une personne encore ce matin qui m'appelait d'Allemagne, voilà, des fois, j'ai quelques personnes comme ça qui m'appellent de l'étranger. Alors, déjà, eux, ils ont pris la décision de faire appel on va dire, à mes services. Donc, déjà, ils sont prêts à quelque chose. Alors, de la même manière qu'en cabinet, je peux leur poser la question, pour quelles raisons ils font appel à mes services, les symptômes qu'ils peuvent avoir. Et puis une fois, on a noté tout ça. Moi, j'ai besoin d'une photo parce que je les ai pas vues. Alors, si on n'a pas de photo, on peut le faire quand même. Je dis toujours qu'on a affaire à une énergie intelligente. Une fois que j'ai la photo, moi, je vais travailler à distance uniquement avec un pendule. Et je vais, la même chose, nettoyer sur la personne, la recentrer, la recharger en énergie. Donc, tout simplement, et demander que ces symptômes partent. Et donc, une fois que j'ai fait ça, au début, je prends aussi de la même chose, des mesures en radiesthésie, qui me servent d'indicateur toujours sur la personne. Et donc, une fois que j'ai fait la séance, j'envoie un message à la personne en lui disant, j'ai fait la séance, confirmez-moi que vous avez bien reçu mon message, tout simplement. Puis, je lui dis qu'on fera le point d'ici une semaine, 10 jours, quoi. Et puis, chose importante aussi, c'est que la personne, pour moi, elle n'a pas besoin de rester, j'allais dire, disponible à ma séance. C'est-à-dire qu'elle peut faire comme elle veut. Moi, une fois que j'ai fait ma séance, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui démarre avec la personne. Et ça peut être aussi efficace. Donc, souvent, on me demande, écoutez, si c'est pas trop efficace, je viendrai, j'habite 100 km, 200 km de chez vous. Mais souvent, ça peut être très, très efficace, même à distance. Donc, ça veut dire que l'implication, c'est plutôt l'implication de l'intention du départ de vouloir soigner, de faire un effort envers le thérapeute, mais que pendant la séance, il n'y a pas forcément besoin d'être présent, ni même présent mentalement. Tout à fait.
D'ailleurs, même les gens qui viennent en cabinet, souvent, je leur dis, les personnes me disent, je leur explique, je leur dis, donc pendant la séance, ils peuvent fermer les yeux, dormir, donc ils peuvent bouger, il n'y aura pas de gêne, quoi. Et souvent, les gens passent dans des états un petit peu modifiés de conscience, dans le sens où souvent, ils peuvent dormir, ou à un moment donné, ils passent en état d'hypnose, quoi. Ils passent en état d'hypnose, ils reviennent, état d'hypnose, ils reviennent. Voilà, donc je pense que ça touche pas, c'est pour ça qu'autant presque le mental laissé de côté. Et puis donc je dirais que, alors, j'allais dire, qu'est-ce qu'on touche? On touche plus, je pense, l'intérieur de la personne, qu'on peut appeler sa lumière intérieure, son âme, peu importe, quoi. Donc, parce que elle sait les blocages qu'elle a. Moi, je viens juste l'accompagner sur ces blocages. Et donc c'est pour ça que ce qui est très important, c'est que la personne, donc quand elle vient, elle est active intérieurement. Et c'est pour ça que ce qui serait intéressant, c'est de le visualiser, par exemple, avec les neurosciences. Parce que souvent, d'ailleurs, après la séance, la personne, elle me dit, ah, j'ai l'impression que je suis vidé, quoi. Donc, vidé, donc plutôt apaisé, mais donc pour moi, c'est aussi signe de nettoyage, parce que intérieurement, il y a eu un travail de fait, quoi. Et ça, c'est active, parce que elle le veut bien, parce que si elle le voudrait pas, je dirais que la séance, ça se ferait pas. Et puis j'irais même plus loin, la personne, elle viendrait pas. C'est pour ça que jamais forcer une personne qui a pas envie de venir, quoi. Ça servira à rien. Comment est-ce que tu comprends la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Alors, donc... Couvage, hein? Oui. Donc là, c'est une vaste question. Donc, alors, la conscience. La conscience, déjà, donc, est-ce qu'elle est réellement donc, au niveau de notre cerveau? Est-ce qu'elle est en dehors? Donc, ça, c'est des questions que je me pose, mais j'ai du mal quand même à trouver des solutions. Donc, moi, je dirais qu'elle serait peut-être hors de notre cerveau. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées où des fois, donc on pense qu'on prend une décision. Donc, et puis donc on peut mesurer les décisions que l'on prend. Et donc, la conscience, elle a déjà pris la décision avant que notre cerveau il prenne la décision. Donc on se dit, il y a quelque chose qui est. Donc, je pense qu'il y a au-delà de notre cerveau, il y a quelque chose, donc cette fameuse conscience, qui déjà prend les décisions avant, quoi. Donc, mais je ne saurais pas donc expliquer. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique d'ailleurs. Et puis j'aimerais bien qu'on m'explique aussi ce que je fais, parce que c'est vrai que même pendant mes séances, je ne sais pas sur ce que je touche. Je peux pas le dire. Donc, c'est faux de dire, il y a des personnes qui me disent, écoutez, donc, est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ma radiothérapie et mes cellules cancéreuses? J'ai dit, non, mais moi, je les sens pas. Je demande que ça parte, que les brûlures, elles partent. Mais par contre, je sais pas exactement. Je sens que pendant la séance, je peux avoir moi-même des picotements, de la chaleur, du froid, des choses qui bougent. Je sens qu'il y a des choses qui bougent, mais je peux pas dire quoi. Donc c'est voilà, c'est vrai que je me sens comme à un moment donné vraiment qu'intermédiaire, quoi. Comme si j'étais, on va dire un outil. Allez, on va dire encore mieux. Donc, comme dit mon ami Jean-Jacques, un serviteur de la lumière, au sens noble du terme, quoi. T'es choisi pour un moment donné, donc servir, quoi. Mais il y a une anecdote qui me revient en tête maintenant, c'est celle d'explorateurs espagnols qui s'étaient perdus quelque part dans les Caraïbes et qui allaient être mis à mort parce qu'ils avaient pénétré dans un territoire interdit aux Blancs, et qui, pour se sauver, ont fait croire qu'ils étaient des guérisseurs. Et ils ont dit qu'ils pouvaient guérir les malades dans la tribu. Et on les a crus, on se dit, bon, on les a pas forcément crus dès le départ, mais on s'est dit, pourquoi pas tenter finalement. Et ils ont eu des résultats extraordinaires. Ils ont guéri des enfants de la tribu, même je crois un des enfants du chef de la tribu, et donc ils ont été vénérés. Voilà, vénérés, couverts de cadeaux, envoyés dans toutes les tribus avoisinantes pour aider les gens. Et ce qui me fascine là-dedans,
c'est que quand euh, les conditions psychologiques sont réunies, on peut trouver chez soi une force. Peut-être qu'on n'a pas besoin de pression aussi forte qu'une mise à mort, mais qu'on peut trouver chez soi une force, et que toi, tu as pu la trouver naturellement, en constatant que tu pouvais soigner des verrues et tout ça, mais que eux, ils faisaient ça d'abord pour s'en tirer, pour simplement, sans y croire eux-mêmes, et ils ont dû être les premiers étonnés que ça marchait, que ces gens étaient guéris. Oui. Et je me dis qu'il y a une sorte... C'est là où j'aimerais en revenir à cette question de est-ce qu'on ne crée pas la réalité, ou est-ce qu'on n'a pas une forme de possibilité de modélisation, ou comme de la terre glaise, ou est-ce on peut pas influencer influer sur cette réalité, et que certaines personnes comme toi s'en rendent compte et arrivent à mettre ça à profit sans pression psychologique forte, et d'autres doivent arriver aux extrêmes pour pouvoir se rencontrer. Et peut-être que cette énergie, comme tu le disais avant, elle est toujours là. On peut s'en servir, on peut y faire appel, et certains la découvrent sans forcément s'en rendre compte. D'ailleurs, excuse-moi, je te laisse parler tout de suite après, mais je pense à une autre expérience qui a été faite, et un livre a été écrit dessus, et je vais aussi chercher les références là-dessus. C'est qu'il y avait une expérience de psychologie, comme il en a été fait beaucoup dans les années 70, autour des pressions psychologiques, par exemple les décharges électriques qu'on envoyait contre... voilà. Et là, il y avait une expérience qui avait été faite où c'était une sorte de table tournante où on faisait appel aux esprits, mais c'était une expérience de psychologie. Et c'était pour voir comment les gens allaient entrer dans une mythologie qu'ils allaient créer sur place, et qui, pour les chercheurs, c'était complètement faux. C'était simplement mesurer le taux de crédulité, comment est-ce que les gens allaient croire à cette... Et simplement, ils ont généré de véritables phénomènes parapsy. Oui. Et qui sont apparus, et les gens qui menaient l'expérience, qui voulaient simplement mesurer le taux de crédulité des cobayes qui étaient là, ont dû faire face à des expériences de parapsychologie réelles. En fait, ils ont créé un événement auquel ils ne s'attendaient pas. Alors là, j'ai donné 2 exemples d'événements, et je me demande, c'est ça qui me fait, qui me rend très curieux sur comment est-ce qu'on influence sur la matière. Comment est-ce qu'on peut interagir avec la matière, et tu sembles pouvoir interagir avec la matière. Enfin voilà, c'était un peu une longue introduction pour des questions. Oui, d'ailleurs, on peut se poser quand même cette question. Donc, comme tu dis, parce que donc pour intervenir donc sur une tendinite, c'est physique, la personne a mesuré, une névralgie cervico-brachale. Alors, moi, j'en fais pas, enfin, je dirais presque, j'en fais pas une affaire personnelle, puisque je me dis, moi, je suis qu'intermédiaire. Mais par contre, c'est vrai que si on regarde, on se dit intervenir sur du physique, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on vient modifier, donc par l'intermédiaire de l'intention, donc avec la personne, donc sur la personne, quoi. Donc, et c'est vrai que je pense que, enfin, depuis longtemps, je pense que c'est déjà le plus important, ça sera donc nous, à un moment donné, cette connexion qu'on a, l'intention donc qu'on y met sans volonté, et puis donc à un moment donné, dans cette connexion, je dirais que l'énergie est intelligente et les choses se font, quoi. Mais après, expliquer, ben là j'aurais un peu de mal d'expliquer pour voilà, même sur un zona, donc c'est physique, mais en même temps il y a un choc émotionnel. On dit on lève le choc émotionnel et puis le zona part, mais ça reste quand même une réalité. Et puis si on dirait, ben en général, ben oui, c'est une fois ou 2 fois donc sur 100, ok. Mais là, quand c'est reproductible, on se dit, mais oui, il y a bien quelque chose. Et c'est même dommage, je dirais, que la science s'intéresse quand même pas plus à ça, quoi. Donc, parce que on voit que... Parce qu'en plus, c'est reproductible. Oui. Moi, je le dis souvent, enfin, suite aux radiothérapies, si à un moment donné, suite aux radiothérapies,
les personnes, 70 ou 80% des personnes, elles sont soulagées. On se dit, il y a bien quelque chose qui se passe, quoi. Même si, à un moment donné, on ne le comprend pas, ou on ne peut pas l'expliquer. C'est pas parce qu'on n'explique pas que ça ne marche pas. Le nombre de choses qu'on n'explique pas et qui marchent très bien. Enfin, même par rapport, je dirais, à notre cerveau, comme on dit. Donc, voilà, on n'explique pas tout, quoi. Donc, après, moi, je dirais pas qu'on a un pouvoir, mais donc, enfin, l'énergie aussi est porteuse de l'intention qu'on va y mettre par rapport à la personne, et elle va faire son chemin. Après, dire exactement comment ça se passe, je serais, voilà, j'ai eu des idées, mais c'est un peu difficile de dire exactement. Personne, comme j'ai vu, avec une migraine, et puis voilà, on lui met les mains donc à la tête, et puis sa migraine, elle va dire, bah, ma migraine est partie, c'est superbe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai demandé, en gros, je demande que ce mal y parte, quoi. Donc, voilà, et presque maintenant, je me pose pas plus de questions, quoi. Même si ça m'intéresse de savoir au fond de moi, donc, mais je vois que ça fonctionne, quoi. Donc, et puis après, c'est aussi, je pense, même si on n'explique pas, c'est toujours, enfin, moi, je reçois des personnes qui veulent des fois s'installer. Alors, ils me disent, bah, voilà, moi, j'ai un peu des dons de magnétisme, etc. Pas de souci. Donc, moi, je bloque une heure de manière amicale, comme moi, quand j'étais dans la recherche, où j'ai frappé un peu aux portes. Voilà. Et puis je leur dis. Mais donc, souvent, on sent qu'il y a souvent les freins chez ces personnes-là, c'est un peu les doutes et les peurs. Et une fois, comme moi, au début, maintenant, moi, je me pose plus de questions. C'est-à-dire que je- sur la personne, j'ai pas de doute, pas de peur. Je fais ce que je dois faire, quoi. Il se passera ce qui doit se passer. Donc, je fais entièrement confiance. Donc, que ça soit, donc, voilà, donc, des fois, c'est un enfant qui a une leucémie, que ça peut être une suite de fibromyalgie, ou des fois des personnes avec des maladies de Lyme, ou que ça soit simplement des insomnies. Voilà, on est dans une demande, et puis je fais entièrement confiance, quoi. Alors, je me fais déjà confiance, puis je fais confiance à ce qui doit se passer. Mm. Mais par contre, c'est toujours intéressant de... Voilà, il y a beaucoup de gens qui émettent des hypothèses, mais difficile d'expliquer réellement ce qui se passe. Mhm. Que je dirais que ça va loin, donc ça va loin dans le sens où des fois ça touche le physique, ça touche l'émotionnel, là, les deuils, décès, donc on se dit, on ne sait pas pourquoi, donc je pense on doit avoir des liens dans tous les sens, et donc c'est vrai que si on peut éliminer un petit peu des fois des liens toxiques, ça permet d'être plus serein, quoi. Mm. Mais justement, quand on parle de ça, et puis avec ces deux exemples qu'on vient de citer, je repense à quelque chose qui figure dans ton dossier d'ailleurs, Oui. de ton cours. C'est que les empereurs et les rois étaient considérés comme des guérisseurs. Oui. Et je ne sais pas comment s'appelait leur geste de guérison. Oui, ça devait changer d'époque en époque, mais depuis l'Empire romain jusqu'au roi de France plus récemment, les empereurs et les rois étaient, semble-t-il, doués de dons de guérison. Et c'était un cadeau divin qu'ils avaient de sang royal, ou voilà. Et comment ça se fait? Sinon, la projection qu'on peut avoir sur ce que représente, à moins qu'on croie au sang royal, qu'on croit que c'est la descendance divine, mais j'entends, voilà, pour nos esprits rationnels aujourd'hui, Oui. est-ce que c'est pas la projection de cet empereur ou de ce roi au-dessus de nous, et qui, du coup, si on imagine avec les yeux de l'époque qu'il était de sang royal, de sang divin, des descendances divines, peut-être qu'on y projette énormément et qu'il y a énormément d'espoir et que ça libère une force de guérison. Entièrement d'accord. Je prends vraiment un cas aussi donc précis. C'est donc les coupeurs de feu. Donc quand on leur transmet pour certains des prières, et on va leur transmettre des prières, et on va dire avec ces prières, donc tu pourras couper le feu. Donc et les gens sont tellement persuadés que pour moi ça va fonctionner. C'est qu'à un moment donné, on leur transmet quelque chose d'important, et je pense, d'ailleurs, ils le transmettent à un moment précis, donc une personne précise, et la personne, elle se sent donc investie, et elle sait que à chaque fois qu'elle va faire ses prières, à chaque fois, ça va fonctionner.
C'est d'ailleurs un petit peu là-dessus que doit fonctionner un petit peu le principe du secret. Exactement. Voilà. Si c'était donné à tout le monde à la radio, Oui. ça aurait plus tellement de dimensions mystérieuses. Et puis le fait qu'on le donne d'une personne à une autre, c'est comme un cadeau. C'est comme Exactement. ça garde son côté précieux. Ouais. Et puis la personne se sent vraiment investie, quoi. Mm-hmm. Et puis, alors, elle est sûre que ça va fonctionner. Donc, alors, moi, par exemple, j'ai pas de prière. Donc, mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans cette connexion, je demande, puis les choses se font, quoi. Mais la personne qui fait ses prières, donc, elle sait que forcément, et puis, elle va mettre en route une fois, deux fois, voir que ça fonctionne. Donc, et puis, je pense aussi, donc, en 2009, j'ai eu l'occasion d'assister à une thèse d'un jeune étudiant sur les coupeurs de feu, donc à la faculté de médecine de Grenoble. Et donc, le jeune qui présentait sa thèse donc nous disait que dans la jury, il y avait un médecin généraliste qui était coupeur de feu. Et ce médecin généraliste disait, mais moi, je suis cartésien, je suis médecin. Le don m'a été transmis par la grand-mère. Elle m'a dit, mais quand je le fais, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Il ne savait pas expliquer. Mais il savait qu'à chaque fois qu'il le faisait, il disait, par exemple, le cas d'enfants qui avaient des brûlures, et ben, ils arrêtaient de pleurer. Donc, c'était assez parlant, quoi. Donc, il disait, ben, voilà, il sentait, il fallait le faire, il le faisait, ça marchait. Alors qu'il était médecin, et puis, à la base, voilà, formaté d'une certaine manière, cartésien. Il y a aussi un truc qui m'a épaté. J'ai jamais su si c'était du lard ou du cochon. Mais souvent, enfin, les gens qui ont vécu ça, et j'ai pu en connaître quand j'ai vécu en Amérique latine, il y a ces grands rassemblements dans des stades avec des gens qui font des prêches. C'est souvent l'église évangélique qui organise des cultes gigantesques avec des dizaines de milliers, voire peut-être 100 000 personnes dans des stades bondés, Oui. avec celui qui fait le sermon qui dit qui invite les gens qui veulent venir se faire guérir à monter sur scène et il les guérit devant des dizaines de milliers de personnes. Et il semblerait qu'il y ait des guérisons qui marchent. Alors je me sens pas du tout proche de ce mouvement, hein. Je garde mes distances en général avec la religion. Mais de nouveau, on dirait que ça marche. Mais je pense que ça, on fait appel à l'énergie du groupe. Un peu, donc moi, j'ai eu l'occasion on va dire, d'accompagner des patients avec plusieurs personnes. C'est arrivé, donc, alors souvent, c'était des fois un ostéopathe, voire d'autres guérisseurs. Et donc, étant donné qu'on ne travaillait pas, je dirais, sur les mêmes plans, donc il pouvait avoir des résultats qui allaient plus loin. Par exemple, l'ostéopathe seul, donc, était à un moment donné bloqué par rapport à la personne. Mais il disait, mais je ne comprends pas. Donc, François, toi, tu peux pouvoir peut-être éventuellement donc débloquer ça. Et le fait que moi, à un moment donné, j'intervienne, et ben lui, il me dit, bah, c'est bon, ça passe. Maintenant, ça me permet d'aller plus loin. Donc, je pense que c'est aussi cette énergie donc du groupe. Donc, il y a eu des groupes même sur Grenoble. Hein, je pense à le groupe d'une personne qui s'appelait Maggie Lebrun. Et donc, il faisait aussi donc des cercles comme ça. Il y avait même des médecins qui en faisaient partie, que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Et des cercles de prière. Donc, pour des personnes malades. Donc, mais je pense que là, on fait appel vraiment à l'énergie du groupe. Mmh. C'est par rapport à l'intention. Mmh. Mmh. Donc, c'est encore une force supplémentaire. D'ailleurs, il y a des gens aussi, je pense par exemple une personne au Brésil qui est guérisseur, et donc qui lui, accompagne des patients avec tout un groupe de personnes, médiums ou autres, qui viennent prier. Donc, je pense que l'énergie, elle doit être encore plus forte. Donc, par rapport aux patients qui viennent les trouver, quoi. C'est pas juste l'énergie d'une personne, quoi. Donc, on peut imaginer que c'est l'énergie du groupe ou l'énergie qu'on projette sur quelqu'un, comme un empereur ou un roi. On peut imaginer que ça sert de canal, d'une énergie qui est au-delà de ces personnes-là ou de ce groupe-là. C'est pas que le groupe en tant que tel, c'est pas que l'empereur en tant qu'empereur, c'est pas que le roi en tant que roi, mais ça canalise quelque chose. Et donc,
ton travail, en fait, ce que tu as découvert, ton don, ta capacité, vient de la découverte que tu pouvais canaliser ça, Tout à fait. cette énergie, sans être empereur, je crois. Tout à fait, parce qu'en plus, souvent, donc, on dit que les guérisseurs, des fois, peuvent avoir des dons qui leur sont transmis. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, au-dessus de moi, donc, a priori, il n'y a personne qui avait de tels dons, ou éventuellement, il y a des personnes qui ne les ont pas utilisés. Donc ça peut aussi arriver. Et maintenant on dirait que la science classique et puis la médecine classique qu'on connaît au quotidien en Occident s'ouvre un peu plus à ça, quel serait ton vœu en tant que thérapeute? Est-ce que tu as envie que l'effort soit encore plus grand, que tu as envie que ce courant se consolide et puis qu'il y ait de plus en plus de place pour les thérapies alternatives? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Comment communiquer autour de ça? Comment ouvrir ce champ à la fois comme un champ de recherche, non seulement comme clinique, mais aussi comme un champ de recherche? Quel serait ton conseil pour pouvoir ouvrir la médecine à ça? Par rapport à ce que tu dis, c'est la médecine intégrative. Donc on le voit déjà en Suisse, là où tu habites, hein, où il y a des endroits, des cliniques où on allie à la fois la médecine traditionnelle et à la fois les méthodes complémentaires. Donc si à un moment donné le patient il a besoin d'une chimiothérapie, il aura une chimiothérapie. Si à un moment donné non, il faut une séance d'hypnose ou une séance de magnétisme, il aura une séance de magnétisme. Et ça, c'est bien qu'il y a des gens qui viennent un petit peu essayer de forcer un petit peu les choses pour essayer de les mettre en place, quoi. Après, c'est toujours un petit peu difficile parce que on voit, nous en France, nos médecins, ils sont formatés d'une certaine manière. Donc, et c'est difficile pour eux, à un moment donné, d'ouvrir un petit peu ce champ. Donc, même si, moi, j'y crois fortement que de plus en plus, de plus en plus, on voit ça s'ouvre. Donc, alors, je prends le cas aussi, par exemple, moi, quand je vais sur l'hôpital, dans un cadre privé ou en clinique, souvent, je vais à l'office infirmier et puis j'annonce que je vais être présent auprès d'un patient. Et alors j'ai eu le cas de fois même en salle de réanimation, je pense, où des fois, c'est le médecin qui m'a conduit jusqu'au patient. Donc, on sent quand même que et même l'office infirmier souvent me dit non mais écoutez, j'ai jamais eu de refus ou de contraintes en disant non il y a aucun souci, donc on va vous emmener, donc j'ai besoin un peu d'être tranquille pendant je peux parler, même la porte est ouverte, aucun souci, mais pendant 30 minutes de séance, si on peut rester tranquille, aucun souci, on fermera la porte. Voilà. Donc, je pense quand même, au niveau de la médecine, enfin, moi, ce que j'en vois, ils sont quand même ça commence à être très conciliant, quoi. Avant, comme disaient les premiers magnétiseurs, souvent, ils allaient à l'hôpital, ils rasaient les murs, quoi. Donc, alors que moi, j'y vais, souvent, je dis ce que je fais et la personne que je vais voir, quoi. Mm. Et souvent, donc, les gens peuvent même échanger un petit peu avec moi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer, un peu comme le fait l'association Agaro, diffuser l'information en disant, il existe des soins de support, pour éventuellement, alors je dirais qui remplace pas la médecine traditionnelle, non, qu'accompagne en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, on accompagne la médecine traditionnelle parce que, oui, il a fallu une chimio, une radiothérapie, c'est très, ça peut être très dévastateur. Mais il existe peut-être des méthodes pour améliorer la situation. Et c'est là où c'est intéressant. Et que ça vienne de personnes, comme des professeurs qui sont en place, qui diffusent l'information. Même s'il y en a qui sont encore réfractaires, ce que je peux comprendre. L'hypnose, il y a quelques années, c'était pareil, mais on voit maintenant, moi j'ai de nombreux patientes qui sont opérées sous hypnose. Mes collègues qui travaillent sous hypnose, c'est en anesthésie, c'est superbe, quoi. Donc on le voit, ou l'hypnose au centre de la douleur, quoi. Donc
Les gens apprennent à faire de l'auto-hypnose. C'est d'ailleurs assez épatant les résultats qu'ils arrivent. C'est toujours surprenant, quoi. On se dit, ça va pas régler leurs problèmes, mais si à un moment donné, ça peut limiter leur douleur. Moi, j'aime bien dans l'hypnose le fait que de dire, bah oui, c'est comme si devant notre champ de vision, on a que la douleur. Elle est là, elle est de partout. Puis cette douleur, bah, on va la pousser et on va la remplacer, et puis on va mettre un joli paysage, et puis là, on est en train de skier ou on est en train de nager, et puis la personne, d'un coup, hop, et ben, cette douleur, elle la ressent plus. Ouais. Donc, on se dit, moi, ça m'épate toujours, quoi. Ouais, c'est fantastique. Et même des opérations sous hypnose. Hein. J'en vois de plus en plus cancer du sein, donc opéré matin, l'après-midi dehors. Et puis, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a plus de douleur. Hein. Donc, et puis en plus, il n'y a pas d'effet secondaire d'anesthésie. Donc, on se dit, c'est magnifique, quoi. Donc, ouais, c'est magnifique. Et pour ça, de plus en plus de médecins, voire infirmières sont formés à l'hypnose, quoi. Donc, on se dit, donc comme quoi encore, comme tu disais, ces pouvoirs qu'on a. Donc, alors, j'aime pas dire les pouvoirs du cerveau, parce qu'on ne sait pas si ça c'est au niveau du cerveau, notre conscience. Mais quand même, on a des possibilités, quoi. Ouais. On sait qu'il y a des pays plus ou moins ouverts à ce genre d'approche alternative. On sait que la Suisse a fait pas mal d'efforts dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont des modèles pour toi ? Donc d'autres pays, donc a priori comme ça, j'en connais pas d'autres, quoi, parce que après j'ai quelques connaissances, voilà, mais soit en Espagne ou en Allemagne, ailleurs, mais je pense que quand même ça reste quand même peu, quoi. Ouais. Donc c'est quand même la Suisse, non, quand même beaucoup dans l'ouverture. Okay. D'ailleurs, on le voit bien donc avec les salons, je pensais à Salon Holistica ou Mednat sur Lausanne, où on sent que les gens sont ouverts, puis c'est simple, on peut échanger, donc et ça me plaît bien. Ouais, j'avais eu l'expérience en Chine de devoir aller chez un médecin, et puis pour lui c'était tout à fait normal, le médecin qui m'avait reçu, c'était tout à fait normal de m'envoyer à la pharmacie classique et à la pharmacie qu'est-ce qu'on va dire pour la médecine chinoise. Pour la médecine chinoise, la pharmacopée chinoise. Voilà, exactement. Elle m'a envoyé dans les deux pharmacies, aller chercher le traitement. Et pour elle, c'était même pas, c'était normal. Oui, parce que eux, ils ont été depuis la médecine chinoise, elle date de très 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 longtemps, et ce qui fait que c'est vraiment installé dans leur coutume, quoi. Donc c'est comme même en France, hein, il y a des endroits, donc par exemple une psychiatre des fois sur Grenoble qui me renvoie des personnes me disait, alors je sais plus dans quelle région de France elle habite, elle me dit, nous c'était dès qu'on avait une brûlure ou une entorse, on allait voir le rebouteux où il y avait le coupeur de feu. Mais nous on voyait que ça fonctionnait, donc c'était instauré, donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, donc on allait voir ces gens-là. Donc, mais pas envoyé par le médecin, du coup. C'était la décision des gens. Ouais. La décision des gens, donc, parce qu'ils savaient que, dans le village où ils étaient, donc, une brûlure, une entorse, on savait que ça fonctionnait, donc on y allait, quoi. Ouais. Très bien, fantastique. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose que tu aimerais dire, communiquer? Déjà, peut-être une chose, mais tu es évidemment libre ou non de partager une adresse ou un site sur lequel on peut prendre contact avec toi, et que je mettrai en référence sous la vidéo si tu es d'accord. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, après, en sachant que, moi, par rapport aux personnes, comme je dis aux patients, des fois qui peuvent me contacter, c'est que moi, je suis pas là uniquement pour faire des séances. Donc, je suis là aussi des fois pour renseigner. Après, moi, je ne fais pas tout aussi. Donc voilà, personne qui me dit, écoutez, moi, je veux arrêter de fumer. Donc voilà, si elle a d'autres symptômes, pathologies, ok, on peut peut-être faire une séance. Mais autrement, je renverrai vers quelqu'un d'autre. Et puis par contre aussi, je pense à quelque chose. Si à un moment donné la personne, je la sens avec plutôt des troubles psychiques, donc donc des fois je peux aussi me permettre de dire à la personne, ce serait bien qu'à un moment donné de consulter. Donc et donc c'est là où c'est intéressant des fois de collaborer avec des médecins, pas laisser donc les personnes démunies.
et dire il existe des fois des solutions. Et moi, à un moment donné, je peux pas aussi pas tout faire, quoi. Bien sûr. Et puis surtout, pas être dans la toute puissance, quoi. Rester dans cette humilité. Il y a des choses qui fonctionnent, ok. Et puis il y a des choses auxquelles on peut pas toucher. Donc voilà, moi je vais pas faire arrêter des traitements, par exemple. Donc bien heureusement, quoi. Et toujours faire attention, je dirais. Enfin, aussi faire attention, je vais dire où on met les pieds. Hein, donc pas que dans les méthodes complémentaires, mais voilà, il y a des personnes même qui me disent, voilà, j'ai été voir un chirurgien, ben oui, 2 semaines après, il voulait m'opérer. Donc, voilà, je pense c'est bien de prendre des fois 2-3 avis, de se dire, voilà, c'est comme sur des personnes, essayer de se renseigner, voir si la personne qu'on va voir, elle nous convient. Si à un moment donné, on la sent pas, c'est pas la peine de continuer, quoi. Donc, toujours garder même si on n'y va par connaissance, garder son libre arbitre, jamais se sentir obligé, quoi. Ouais. Très bien. Si tu as encore autre chose à ajouter que tu aimerais souligner ou... Non, écoute, moi je te remercie pour cet échange. Toujours intéressant pour moi de parler de ce qui est passionnant. Donc voilà, donc et puis en plus merci de m'avoir reçu dans ton studio, donc chez toi. Donc donc non, toujours beaucoup de plaisir d'échanger. Merci beaucoup, Alban. Merci à toi, François. C'était vraiment une conversation très, très intéressante. C'était un honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Merci.